mais à laisser un temps pour que vous puissiez poser des questions à Joël. Moi, je voulais simplement rappeler que dans notre pétition, enfin dans la position du Parti d'émancipation du peuple, ex-MPF, on défend une organisation fondée sur État, département, commune. Voilà notre position politique. Et nous considérons que aussi bien l'échelon, alors les métropoles n'en parlons pas, mais il y a deux échelons si on veut faire des économies, soi-disant, eh bien c'est supprimer l'échelon régional et l'échelon d'Union européenne, et comme ça on sera tranquille. Voilà, on retrouvera notre souveraineté et on retrouvera l'architecture initiale qui a fait ses preuves en matière d'organisation, en matière de citoyenneté aussi, d'implication des citoyens dans la vie publique, et que un des risques parmi d'autres de ce grand ménage, de ce grand nettoyage qui est fait, c'est qu'effectivement il y a une technicisation qui va s'accroître, un éloignement des citoyens et surtout une impossibilité pour les citoyens d'agir dans la vie publique, y compris dans les communes rurales, puisque les communes rurales auront de moins en moins de prise. Virginia. Oui, alors moi, contrairement à Joël, j'habite donc à Cagnes-sur-Mer sur la bande littorale. Notre maire UMP, qui a, pour avoir sa place de sénateur, je précise bien, parce que j'ai fait longtemps partie des comités de quartier, donc j'ai aussi eu des informations de ce côté-là, voilà, des choses intéressantes. Et pour avoir sa place de sénateur, il a vendu sa ville à la métropole. Ah oui. Parce qu'il y a aussi ce genre, on est dans le sud, c'est un peu spécial. Non, c'est pas pareil. Ah bon, c'est pas une spécialité. Je pensais que c'était une spécialité sudiste, mais bon, c'est pas le cas. Mais voilà, donc il a vendu notre ville. Ça voulait dire qu'on nous a fait rentrer de force dans l'agglomération, parce qu'avant la métropole, il y a eu la communauté urbaine, et avant la communauté urbaine, il y a eu la communauté d'agglomération. Et on ne nous a jamais demandé notre avis en tant que citoyens pour dire: est-ce que vous, les citoyens de Cagnes-sur-Mer, les Cagnois et les Cagnoises, est-ce que vous voulez faire partie, avec Nice, d'un ensemble, voilà. Alors ça, c'est déjà le premier déficit démocratique. Le deuxième, c'est que ça éloigne les citoyens des centres de décision. C'est-à-dire que ça soit la CANCA ou la communauté urbaine, et maintenant la métropole, eh bien si vous avez une doléance, eh bien, la mairie, ça ne sert à rien de faire le siège devant. Nous en avons fait l'expérience avec les comités de quartier. Ça a duré plusieurs années, où quand on avait un truc à faire, alors un truc débile, hein, mais un problème de voirie, un problème d'une nuisance, on est traversé par la Cagne qui appartient aux riverains, mais pouvait avoir des problèmes aussi d'environnement. Eh bien, il fallait, en plus se mettait là-dedans aussi des intercommunalités du style le contrat de rivière, enfin tous ces trucs-là. Eh bien, ça ne sert à rien d'aller pleurer à la mairie de votre lieu, vous devez aller à Nice et vous débrouiller avec ça. Et nous avions tout un réseau de gens de contact, en tant qu'association, de gens... et ben, il a fallu tout recommencer, ça a duré plusieurs années, et ils nous ont dit, on ne peut rien faire, parce que de toute façon, eh ben, on ne sait pas ce qu'on va devenir. L'année prochaine, on passera peut-être en communauté urbaine, et quand on a été en communauté urbaine, écoutez, l'année prochaine, ou dans 2 ans, on ne sait pas, on passera en métropole, donc on ne peut rien faire pour vous. Et pendant plusieurs années, il y a eu des choses, des dossiers qui sont restés en souffrance. Ça, c'est le deuxième déficit. Le troisième déficit, évidemment, c'est que maintenant qu'on est intégré à la métropole, nous n'avons plus notre mot à dire. Alors, je donne un exemple, je pense que Joël il doit être au courant, mais par exemple, il n'y a plus, si on est par exemple d'une sensibilité un peu de gauche à Cagnes-sur-Mer, et même dans d'autres villes qui sont englobées dans la métropole, nous n'avons plus, par le jeu des alliances, de machin, qui est complètement opaque, qui est complètement obscur pour les citoyens, nous n'avons plus de représentants de sensibilité de gauche à la métropole. Alors, il y a certainement des fautes des uns des autres, mais moi je veux dire quand même, quand on sait que dans le département des Alpes-Maritimes, 60 à 70% de la population a des revenus tellement bas qu'elle est éligible au logement social.
Alors c'est vrai, c'est pas la métropole, c'est pas l'ensemble des Alpes-Maritimes. Mais c'est quand même une grosse partie, parce que ça englobe quand même une grosse partie de la bande littorale, et de la plaine du Var, etc. Donc, je veux dire, c'est des gens, on pourrait tenter de se dire, vu que ce sont des classes dominées, ils pourraient tenter de voter, ils auraient envie de voter pour des gens qui leur proposent des choses progressistes, mais ils ne sont pas représentés parce qu'il n'y a plus ça. Et donc, ce qui fait que c'est la mafia Estrosi & Co. Qui dirige, de fait, qui dirige tout cet ensemble, avec toutes les copinages, je dis mafia à dessein, tout à fait. Et donc, on est vraiment dans un déficit encore plus aggravé de démocratique. Et le maire, il est là, en fait, que pour, à la rigueur, signer les permis de construire, parce que les services techniques sont encore à la mairie, et puis célébrer les mariages et signer les papiers pour les enterrements, fin de l'histoire. Encore que, même les enterrements, vous habitez à Cagnes-sur-Mer, et bien si on peut vous décréter que vous allez être enterré au Grand Cimetière de l'Est, à Nice, à l'autre bout, du côté de l'Ariane, et bien ça sera comme ça et pas autrement. Et dernier truc, tu parlais du PLU, parce que nous on est un PLU, on a un plan local d'urbanisme, nous on l'a étudié avec les différents comités de quartier de notre ville, on l'a étudié pour pouvoir justement infléchir certaines choses, et bien ils ont trouvé la parade. Parce qu'ils sont obligés de faire des consultations publiques et des enquêtes publiques pour une révision générale du PLU. Mais ils ont trouvé la parade. Quand on ne veut pas consulter la population sur le PLU, on fait des révisions partielles. On fait des révisions partielles sur un quartier, on va dire, bah tiens, là ça nous arrange, vous comprenez, on voudrait construire un centre commercial, là elle s'appelle, et doit bien pas entendre parler, les sudistes aussi ici, Polygone Riviera, et ben c'était une zone inondable. Quand il y a eu les grandes pluies de début octobre, il y avait 2 mètres d'eau dans les parkings, je ne vous dis pas, heureusement qu'il n'était pas encore ouvert à ce moment-là, parce que en plus c'était un week-end, et bien on a décrété que d'un trait de plume, ça serait une zone pas inondable. Je ne vous dis pas la suite, il y a intérêt à ne pas y aller quand il est jour de pluie, il ne faut pas y aller. Donc des trucs comme ça, on est complètement squeezé. Et moi je dis le nerf de la guerre pour les gens qui sont dans le milieu associatif, notamment les gens, comme les comités de quartier, les associations de défense de quartier, tout ça, même les citoyens, parce que ce sont des associations qui fédèrent d'abord des citoyens, au-delà de clivage politique ou d'appartenance politique, peu importe. Le problème, c'est qu'on ne peut plus rien faire parce que ça nous échappe complètement. Et le nerf de la guerre n'est plus l'argent, les moyens qu'ont les associations, qui sont déjà pas énormes, hein, c'est en général leur cotisation. C'est une association localement, si elle veut être indépendante, il ne faut pas qu'elle demande de subvention. Hein. Mais le nerf de la guerre, c'est l'information. Nous avons énormément eu de mal à obtenir des informations de la métropole. Moi, j'ai même été jusqu'à chipper sur une table qui traînait dans un bureau, il y avait d'un coup personne. J'ai vu un organigramme sur la table, je l'ai chouré, quoi. Voilà, je le dis. J'ai volé un truc. Bon, mais on est obligé de... Ah oui, mais totalement. Voilà. Donc le problème c'est aussi l'information du citoyen, alors qu'il soit en tant que personne, parce qu'on nous fait des simagrées, enquêtes publiques, on sait très bien, mais on ne se rend pas compte, ou l'information même des parties prenantes que peuvent être les associations de défense de l'environnement, les associations de quartier, etc. On a un vrai problème par rapport à ça, et je pense que effectivement il n'est pas spécifique, je plaisante toujours sur mon bled, mais bon, je pense qu'il n'est pas spécifique au sud, mais on a un vrai problème par rapport à ça, et quand on commence à s'apercevoir que ça soit ici ou dans d'autres régions de France, il y a des élus locaux qui ne sont même pas au courant qu'il va y avoir ceci ou cela, je veux dire, moi là ça commence vraiment, à m'inquiéter. Je veux dire, quand on a entendu une fois au rassemblement des Glières, le maire de la Seine-sur-Mer qui a été obligé, comme de son propre terme, ce sont ses propres termes, de faire le clown en vélo, d'aller à Paris en vélo, faire le clown pour faire en sorte que la maternité de sa ville ne soit pas fermée, une ville qui draine à peu près un bassin de population de 60 000 personnes, là on s'interroge, on se dit mais on va où quoi? C'est plus notre pays ne nous appartient. De la FIAN
côté de la Napoule ou dans Delieu, c'était des zones de marécage. Inondable. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, au prix du mètre carré à bâtir, on passe outre certaines réalités géographiques, de relief de notre département. 22 morts. Voilà. Hein? Et pareil pour le plan de prévention des risques incendies. Et je ne parle pas des tremblements de terre, hein, parce que alors ça c'est complètement tabou. C'est complètement tabou dans notre région. Je me demande si j'ai appris aujourd'hui des choses qui m'ont très intéressé sur la pression qui est faite sur les élus locaux. Je pense qu'on gagnerait à faire savoir ce genre de choses que le passage en 4 ans de 52 centimes du litre d'eau à 85 centimes a été un diktat pour pouvoir obtenir des subventions. On gagnerait à savoir que on t'a recommandé, Joël, de ne pas augmenter de 5% les 3 impôts, mais les augmenter à 20%. Parce que je rejoins Virginia, le lien de la guerre, c'est l'information. On a tout intérêt à la divulguer largement. Je voulais savoir quelles ont été les raisons invoquées par l'ARS pour obliger Je pense que tout ça. Alors, il n'y a pas de raison objective à avancer, sauf qu'ils vous disent vous avez tout simplement un prix de l'eau qui est trop bas. Et qu'à partir de là, si vous voulez investir, il faut quand même que ce prix de l'eau soit à un certain niveau. Sinon, c'est pas la peine. Tout simplement. J'avais noté que l'ARS avait appris que alors, l'ARS nous impose un traitement de l'eau. Je vous rappelle quand même que tous les mois, j'en ai en moyenne, j'en ai la commune, ça va tourner, je pense, aux alentours de 300 et quelques euros de frais je dirais, d'analyse de l'eau, pour savoir si elle est propre à la consommation. Et tout ça, si vous voulez, c'est du fonctionnement, quoi. C'est de l'argent. Hein. Il a été trouvé un composé quelconque nocif. Ah non, c'est parce que si vous voulez, les normes européennes, voilà, c'est tout, c'est tout. Ça fait 50 ans que tu bois à l'eau qui sort de là, personne n'est malade, mais d'un seul coup, il y a la norme XB12 de la directive 50204, AZB. Par X. Il faut dire quoi. Il faut que tu le fasses. Et je précise pour une eau qui est dégueulasse. Je le dis honnêtement. À Cagnes, elle est où? Je suis désolée, c'est vrai, j'ai fait un raccourci. Mais pour une eau de piètre qualité, à tel point que je suis obligée de mettre un osmoseur et que dans certains quartiers de Nice, elle est carrément imbuvable et je préfère m'abstenir de boire. Le commerce, des bouteilles d'eau minérale, etc. Mais voilà, mais je veux dire, ce sont les vases communicants, quoi. Est-ce que c'est vous montrer la nocivité de ce thermomètre? Et je dirais qu'en finalité, c'est quand même, je dirais, la destruction de nos communes. Quand on fait des travaux, il y a 2007-2009, le conseil municipal qui a cette compétence décide de construire une nouvelle école à Dendegem. Alors, on organise ça autour du centre-village, puisque c'était le village éclaté, donc on fait un espace un petit peu de rassemblement de la population, très agora. Un peu de l'opération, il faut le dire, 2 700 000 €. Avec une école à 5 classes, sur 2 niveaux, 2 700 000 €. 2 niveaux, un mini-stade pour les gosses, une salle de foyer rural qui est dédiée à l'école pendant les heures d'ouverture de l'école, etc., etc. Et sur cette somme, bien évidemment, nous récupérons de la TVA. Je peux vous dire que là, sur les derniers travaux d'eau que nous venons d'effectuer, qui avaient été subventionnés à peu près à hauteur de 60% à peu près, je ne récupère plus la TVA je ne récupère plus exactement que la TVA sur la part de la part communale. Voilà. Vous voyez le manque à gagner. Alors cette TVA, quand elle est rentrée, si vous voulez, puisqu'on fait des emprunts qui sont étalés, cette TVA, si vous voulez, nous faisait la trésorerie et nous permettait de financer des travaux de première nécessité ou de dire, tiens, à l'horizon 2017-2018, tiens, on va se lancer vers tel et tel projet parce qu'on a quand même un peu de trésorerie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà, sur donc 340 000 TTC,
60%, 180 000 en gros, il reste 62 000 à la commune. Je vais récupérer un peu plus de 20 000 euros de TVA, si vous voulez, au départ, puisque les subventions, je le précise, sont toujours hors taxe. Et c'est une façon aussi, financièrement, d'asphyxier nos communes. Enfin, sur la TVA, normalement, la logique, c'était que si on calcule sur le hors taxe pour les subventions, ce qui est normal, enfin, ce qui est logique, dans ces cas-là, la TVA est récupérable. Quand on ne permet plus la récupération de la TVA, les subventions devraient être sur le taxe. Voilà une revendication basique que pourrait apporter une petite question. Tu vantais les mérites des élus municipaux et s'engager, etc. Le mandat d'élu municipal dans l'exercice, à mon avis, va devenir de plus en plus difficile parce qu'à un moment donné, ne penses-tu pas que reviendrait sur toi, on dit, sur les maires ruraux, la responsabilité d'effectivement, si on prend l'exemple des normes européennes sur ton eau qui était excellente et tout à fait bien vivre jusque-là, comment tu vois les choses et quel est comment tu t'en sors, comment s'en sortir, si tu veux, avec ces obligations européennes. Et est-ce que dans les clivages politiques, alors là on parle d'Estrosi, on met le monument, quand même, mais plus ce qui m'intéresse, c'est les maires ruraux. Et là, je prends les deux clivages gauche-droite, les gars que tu rencontres, où tu peux avoir le même positionnement que toi sur l'eau, sur les nationalisations. Et comment tu vois les choses par rapport aux normes européennes et comment toi tu navigues dans nos troubles, comme ça. Comment, dans l'avenir, parce que de plus en plus... C'est une vraie question, Véronique. Je peux te dire que l'Interco est passé à droite, sauf qu'il y a une vraie volonté chez les maires de droite de conserver leur commune. Avec toutes les prérogatives et toutes leurs compétences. Sauf que, il y a un moment, le débat, il ne se situe plus au niveau de l'Interco ou de la commune. Il se situe à Paris. Et c'est Martin qui disait que Paris, effectivement, c'est une zone d'attractivité, etc., etc. Et que partant de là, ces gars-là, ils votent, je dirais, avec un ensemble vraiment très cohérent, ils votent ces réformes, parce que je me rappelle quand même que ces réformes sur les collectivités territoriales, il y en a quand même pas mal qui l'ont voté, hein. Des républicains, des socialos, etc., etc. Attendez, il faut quand même se le dire, ça, tranquillement. Alors effectivement, sur place, on arrive à composer, on arrive, mais c'est vrai, sauf qu'il y a un moment, tu es verrouillé par le national, hein, et qu'il faudra se coucher, je le dis, il faudra se coucher sur leur vérité, sauf réaction, je dirais, populaire d'ampleur, il faudra se coucher, par exemple, sur le fait que la compétence eau-assainissement, qui est aujourd'hui compétence communale, passe à l'Interco et va de conséquence certainement vers la métropole et vers le privé. Nous ne nous cachons pas une potentialité d'une métropole comme Nice à peu près 500 ou 400 ou 450 000 habitants et aux alentours, j'en parle, c'est intéressant pour Veolia, vous savez, ça en fait du pognon. Ouais. Ça en fait du pognon à gagner. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Ça, c'est une réalité. Hein. On fait avec, hein. Avec. Après, les responsabilités, tu sais, le maire que j'ai remplacé, je le dis avec beaucoup de gravité, c'était un maire qui a pris 15 mois avec sursis. Parce qu'il était responsable, nous étions à l'époque responsables de la maison de retraite, qui était fonction publique territoriale. Hein, il y a eu un cas de maltraitance, il faut le dire, il a pris 15 mois de sursis. Je ne vous dis pas dans quel état ça l'a mis, le gars. Des fois, ma femme, quand elle ne me voit pas rentrer le soir, elle dit peut-être qu'il est en garde à vue. Mais c'est vrai, ça fait partie de notre fonction. Alors attention, il ne faut pas non plus dramatiser, hein, je ne suis pas là non plus pour faire la pleureuse. Si je suis maire, c'est que j'ai voulu. Mais c'est vrai que sur certains aspects, j'arrive à maîtriser quelque chose. Sur d'autres aspects dont tu fais allusion, notamment à tout ce qui est contrainte européenne, etc., c'est très technique, c'est déjà beaucoup plus délicat pour nous. Hein. C'est déjà tout plus délicat, effectivement, avec les risques que cela incombe. Hein. Enfin, voilà, on est des grands garçons. Hein. Si on va au placard, on ira au placard.
Je veux bien que tu nous parles de la dotation globale de fonctionnement. Ah, C'est-à-dire deux choses, les réductions, parce qu'elles sont importantes, et en même temps de cette histoire de réforme. C'est-à-dire il est question de réformer la DGF. Alors, voilà. Là, il faut être très précis. La DGF, dotation générale de fonctionnement. Hein, ça a été, comment dirais-je, ça vient normalement, ça doit subvenir aux compétences que n'exerce plus l'État, qui sont exercées soit par toutes les collectivités locales. Bon, cette DGF, c'est 11 milliards sur 3 ans, je crois, qui vont être rayés de la carte. 11 milliards d'euros. Ça fait quand même des sommes conséquentes, y compris pour nos petites communes. En sachant quand même que nos petites communes, ça va impacter, mais d'une façon... ça va impacter peut-être moins que dans une commune fréquente, même par exemple de 7 ou 8 000 habitants. Nous, je sais que sur l'Interco, on a pu le calculer. Moi, je ne l'ai pas encore fait cette année, je le dis très clairement. Et sur l'Interco, c'est quasiment 300 000 euros. 300 000 euros, c'est quand même des sommes conséquentes. Hein. Je veux dire, voilà, hein, c'est de l'investissement en moins, donc c'est de l'emploi. Voilà. Alors, effectivement, et là aussi, ça fait partie, je dirais, c'est même pas un deal d'ailleurs, de cette finalité, ben oui, de nous mettre à genoux. Hein. D'organiser la faillite. D'organiser. C'est ce que je disais ce matin. Il s'agit d'organiser la faillite de manière délibérée et froide. Ça veut dire Je aussi. ne sais pas si vous avez suivi dans la presse il y a quelques semaines, il y a un maire qui s'est suicidé à Marvejols. Marvejols, c'est dans la région Lozère. J'en parle parce que j'ai mon fils qui est prof en Lozère. Bon, c'est vrai que Marvejols, c'est 11 millions de nets. Alors, c'est vrai que ce matin, il y avait une camarade qui disait, ouais, ah ben on a construit des piscines, on a construit des médiathèques, mais attendez. Alors peut-être qu'à l'échelon d'une commune comme Ben de Gênes, construire une piscine, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Sauf que j'ai envie de vous dire, pourquoi pas à la limite. Parce qu'il y a un mot, moi, qui me fait peur, hein. Yves Saint-Moulini, qui est là, il a vécu avec nous, avec moi, au niveau de la CGT EDF, au niveau de notre entreprise qui était EDF, c'est le mot mutualisation. Moi, c'est un mot qui me fait frémir. Quand je vois à ce qu'est devenu, comment ce territoire national, au point de vue aménagement du territoire, maillage, je dirais, au point de vue zone de dépannage, etc., était conçu. Aujourd'hui, même pour un maire ancien agent EDF, c'est une catastrophe. Alors je ne vous explique pas pour les administrer. Alors moi, on vient me voir, on me dit, monsieur le maire, vous êtes EDF, mais je connais. Et puis alors, si vous arrivez dans un centre EDF en disant, je suis un ancien de l'EDF, on vous ferme la porte sur la front. Ça c'est clair, ils ne veulent plus. Notre culture d'entreprise qu'on a essayé de développer, ils l'ont fracassé. Ils l'ont fracassé. Et la DGF participe à tout ça, hein, Daniel, il ne faut pas croire. Alors tout ça c'est fait avec beaucoup de... C'est très insidieux, c'est très pernicieux, mais ça se fait. Et moi je crains qu'à terme, à population égale, la Suède a vécu, ils sont passés je crois de 6 ou 7 000 communes à 1400 communes. Alors population égale, nous sommes 36 663 communes, ils veulent ramener ça combien? 25 000 lieux de démocratie, de débat, et de la carte. Au nom de l'Europe. C'est inadmissible. Point. Voilà. Pour dire ce que tu dis, comment se situent les maires par rapport à l'Europe? Est-ce qu'ils ont envie d'y rester dans cette Europe ou est-ce qu'ils ont envie d'en sortir? Là, je vais te dire, là, je vais te répondre. Ce qui me concerne. Je sais que c'est une vilaine question. Non, non, c'est pas une vilaine question. Moi, je vais te dire, cette Europe, c'est un déni démocratique. C'est un déni démocratique, cette Europe. Alors après, effectivement, j'en parlais à midi, à table, avec Yves et Jacques Nikonov. Bon, sur ce débat, sortir de l'Europe, pas sortir de l'Europe, abandonner l'euro, etc., etc. Ça, c'est un débat véritablement politique, qu'il faut qu'on ait d'ailleurs. Hein. Nous, organisation de gauche, il ne faut pas qu'on se cache derrière un arbre. Hein. Il faut qu'on y aille Bon, et ça ne va pas faire plaisir. Hein. C'est vrai que j'ai entendu des choses, je ne vous cache pas, ce matin qui ne m'ont pas fait plaisir. Oui. Mais ben, attendez, je les ai entendus.
elles m'ont fait du bien aussi. Mais il va falloir aussi que ce soit réciproque. Et moi, cette Europe, non, c'est non. C'est un non. Enfin, je dis pas niet parce que... Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Non, Michel, c'est vrai, j'ai bien fait. Sur ma gauche, j'ai quand même... On voit que tu as de la bouteille, mais, tu dis pas niet, mais tu le dis quand même. Non, mais voilà. Avec toutes les je parle globalement. Encore une fois, si tu veux, on revient au propos que disait Véronique, c'est quand même un moment, si tu veux, quelle que soit notre position à titre individuel, il faut qu'on la transcrive à titre collectif. Voilà, ça c'est clair. C'est clair. Et en faisant attention quand même, attention, que derrière tout ça, il y a une espèce de masque noir qui s'appelle le Front National. Et ça, pour moi, c'est pire que tout. Hein. C'est pire que tout. Hein. Je veux dire, j'appartiens à une génération qui a quand même été dans la culture du Conseil national de la résistance, etc. etc. Et voilà, on sait d'où ça vient tout ça, hein, parce qu'il y a eu des faits. Hein. Hein, voilà. Au MPF, parti maintenant, on dit nous, ni Union Européenne, ni Euro, ni FN. Que les choses soient claires. Et moins il y aura de clarté politique du côté des organisations dites de gauche, en particulier de gauche radicale, plus le Front National fera une belle cueillette. Voilà. Et ça se voit dans les cités populaires, dans les villes ouvrières, etc. Donc, plus vite le Parti communiste, la direction du Parti communiste sortira de cette position aberrante que les militants de base ne comprennent pas, qui est de défendre l'euro et l'Union européenne, et en particulier avec Pierre Laurent, qui est en même temps président de la gauche européenne, et on se demande quelquefois quand il parle s'il est encore membre du Parti communiste français. Bon, eh bien, plus vite ça ira, et plus vite on fera refluer le Front National. Mais nous, en ce qui concerne notre organisation, nous avons décidé depuis ces derniers mois de cesser d'attendre le bon vouloir du Front de gauche. Donc, nous, on trace notre chemin. Quand le Front de gauche sera décidé, ou que les militants du Front de gauche, j'entends globalement, hein, pas seulement le PC, mais aussi le PG, ils en auront marre d'attendre que leur direction change, eh bien, peut-être qu'ils s'engageront dans un mouvement un peu plus collectif et un peu plus revendicatif. Et au plus proche, justement, du programme du Conseil national de la résistance, et même plus loin, au plus proche des idéaux du Parti communiste du temps où il était communiste. Qu'en est-il des communes qui auraient refusé d'être dans la métropole? Oui, parce que quand on entend parler de Coaras, par exemple, il semblait qu'ils avaient... Voilà. C'est pour ça que Deux mots, Coaras, c'est un petit village qui est juste au-dessus du mien. C'est un très 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 joli petit village. C'est un village qu'on appelle Perché. C'est vraiment un magnifique village. Et ce village, effectivement, alors c'est peut-être un peu plus compliqué, par décision municipale, avait refusé l'intégration dans la métropole. Et effectivement, le maire, qui était très proche du pouvoir de droite, avait réussi à intégrer Coaras à l'époque dans la commune, la Cancan. Un comité d'agglomération. C'était avant la communauté d'Azur. Et après, qui s'est transformé, comme l'a précisé Virginia, en métropole. Hein, la communauté urbaine. Communauté urbaine, puis métropole. Hein, voilà. Donc, alors, ils sont sortis. Ils ont rejoint notre communauté de communes du Pays des Paillons. Ça a quand même pris 10 ans. Ceci étant, aujourd'hui, il n'y a plus un village en France, il n'y a plus une ville qui ne soit pas intégrée de gré ou de force dans une intercommune. Ça n'existe pas. Et je vais plus loin. Je continue là-dessus. Voilà. Concernant, je parlais de l'Est du département des Alpes-Maritimes, hein, donc quasiment de Cagnes-sur-Mer où habite Virginia, en allant vers l'Italie. Il y a donc la métropole, il y a la CAF, hein, donc le comité d'agglomération Riviera française, et il y a le Pays des Paillons, avec 13 communes, 26 000 habitants à peu près. Il faut savoir que Menton, qui a un maire républicain et qui a un certain âge et qui va certainement passer la main, le prochain maire
décidera, ce sera le deal, décidera d'être intégré à la métropole, et nous, communauté de communes du Pays des Paillons, on sera encerclés par la métropole et on n'aura pas le droit de rester autonome. Donc on sera inclus de force. Ça veut dire plus de transport, des choses comme ça. Voilà. Donc là, il n'y a aucun échappatoire. Le préfet, c'est le dictat du préfet qui dit, voilà, j'ai approuvé le plan départemental de, comment dirais-je, d'intercommunalité, c'est comme ça, point circulaire et droit. Oui, déjà, par exemple, le Broc, là où ils n'avaient plus les transports parce qu'ils avaient refusé. Voilà, tout à fait. Canton-sur-Tillé, ce sont tous des villages qui avaient refusé l'intégration à la métropole. Donc le transport, il s'arrêtait au début du village. Il y a eu, il y a quelques années de cela, un documentaire qui s'appelait Démocratie 06 et qui décrit le combat des élus, tant de droite que de gauche, de la vallée de la Roya, qui justement refusaient d'être intégrés et ils sont allés se friter avec le préfet. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi la communauté de communes des Coteaux, Gatière, Carrosse et Le Broc, ces trois petites communes, et qui étaient communistes en plus. Et il y en a une des trois qui était devenue socialiste, et lui aussi, pour un plat de lentilles, il a vendu sa commune à la métropole, il a fait casser le truc. Et il faut savoir, c'est que là aussi, il y a un déni des administrés à travers leurs élus, c'est que quand même les élus se battent pour dire « nous, on veut rester indépendants, on ne veut pas rentrer dans ces trucs-là », et bien, le préfet, il passe outre. Il passe outre la décision, et à tel point qu'il y avait eu un référendum qui avait été organisé dans la vallée, le préfet l'avait interdit, les gens avaient dit on tient le référendum dans des maisons privées, ils ne pourront pas nous l'interdire, et ben ils avaient quand même donc fait leur référendum, et ça va être, alors on va dire une sorte d'initiative locale, donc peu importe le nom qu'on lui donne, moi j'aime bien le référendum, ça rappelle des souvenirs, et les gens avaient dit non, on veut pas, et le préfet il en a eu rien à faire. Et quand on superpose la carte de l'ancien comté de Nice sur la carte prévue de la métropole, les frontières elles sont presque pareilles. Elles sont presque pareilles. Donc voilà, Estrosi veut refaire l'ancien comté de Nice. Et là, on retombe dans cette histoire d'euro-région et tout, de casser en fait le département, parce que c'est plus le département, c'est le comté de Nice, qui était une région bien spécifique sur le plan historique, culturel, linguistique, tout ce que vous voulez, par rapport à la Provence. Et donc on est dans un truc non mais ça ne fait plus sens, on revient à l'ancien régime. C'est une régression. C'est une régression d'avant la révolution, la grande révolution de 1789. D'ici qui nous rattache à l'Italie. Voilà. Mais c'est pas sûr que les Italiens nous veulent. Mais en même temps, les eurorégions, quand tu vois qu'il y a des plans quand même pour faire les choses avec la région, la Ligurie et le Piémont, de dire, mais bon, dans le Piémont, il y a un fort mouvement occitan, à mon avis, c'est des rebelles, déjà, ils sont en lutte, les gens du Piémont sont en lutte avec Rome pour la question de la gestion de l'eau. Il y a 10 ans de ça, ils sont remontés comme des pendules. Bon, justement, la question de l'eau, je voulais juste préciser un truc sur la question de l'eau à Nice. Moi, ça fait quelques années, on va dire 3-4 ans que je le sais, via les comités de quartier. Toujours pareil, on fouille, on cherche, on gratte, on trouve des trucs. La gestion de l'eau, elle est revenue en régime municipal sur la métropole parce que, vous comprenez, il y a des investissements à faire et Veolia ne veut pas les faire. Donc c'est à la puissance publique de les faire. Donc on revient en régime municipal quand ça les arrange. Et quand il y aura tous les investissements de fait, que ça sera extravagant, étincelant, tout ce que vous voulez, et bien Veolia, ils vont revenir, ils vont dire par ici le flouze, par ici le... voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Et dans le processus, bien sûr, on nous demandera jamais notre avis. Moi, je paye 4 €, plus de 4 € le mètre cube de l'eau. Merci. En même temps qu'il y a la diminution de la DGF, en même temps, il y a une réforme de la DGF, c'est-à-dire la réforme de l'attribution. Et là, récemment, alors bien sûr, les élus, ça bouge, donc, à la limite, les élus de gauche comme de droite, dans les petites communes, ça bouge. Alors ça bouge tellement qu'ils ont décidé, et alors là, dans la Gazette des communes, ils disent victoire, hein, voilà, comment dire, la réforme, elle est reportée au 1er janvier 2017. Mais c'est pas vrai.
Parce qu'en allant chercher dans, je sais plus quoi, le club des finances je sais pas quoi, le Premier ministre a tranché ce samedi, mardi 3 novembre, après une réunion avec des parlementaires du groupe socialiste. Les principes de la réforme de la DGF doivent être votés dès cette année, mais pour une application en 2017. C'est-à-dire que les associations d'élus sont ravies. Après 2017. Voilà. Il n'y a pas que ça en 2017. Non, je sais pas, bien raoult. Sur les critères dits techniques, la DGF, pour pas, il y a une partie qui va glisser vers les intercos. Ah voilà, c'est ça. Les intercos maintenant, quelque chose. Et effectivement, si ça glisse vers les intercos, tu comprends bien qu'à un moment, ça n'ira pas aux communes. Bien sûr. Alors, techniquement, c'est sacrément bien. Et après, ça ira à la métropole. Voilà. Final. Le processus. Non, mais je veux dire, moi ces cris de victoire comme ça, c'est vrai que ça me fait bondir.